Bonjour, voici quelques explications sur le chapitre de la stérilité et maîtrise de la procréation. Je vous présente le plan, origine de la stérilité masculine-féminine, contraception, contragestion, et enfin les aides médicales à la procréation avec les différentes techniques. Donc commençons tout de suite par la stérilité masculine. Quelles peuvent en être les causes? Causes mécaniques, ou alors anomalies dans la production des spermatozoïdes. À l'origine de ces anomalies, on peut avoir des maladies, des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie, ainsi que la cryptorchidie. Je définis ce terme-là dans quelques instants. Pour diagnostiquer ces anomalies, on va procéder à un prélèvement de sperme avec l'analyse de l'aspect du sperme et des spermatozoïdes qu'on appelle un spermogramme. Alors, juste un petit mot sur la cryptorchidie. La cryptorchidie est une anomalie de position des testicules au niveau du corps de l'homme. En fait, les testicules doivent être placés dans les bourses, suffisamment éloignés de l'abdomen pour que la température qui y règne soit de 35 degrés, propice à la spermatogénèse. Donc je rappelle que la spermatogénèse, c'est la production de spermatozoïdes qu'elle se fait dans les tubes séminifères présents dans les testicules. On voit sur la première image présence de spermatozoïdes au centre des tubes séminifères. Si les testicules sont trop proches de l'abdomen, la température sera plus élevée que les fameux 35 degrés, et donc on observe dans les tubes séminifères d'un individu cryptorchide l'absence de spermatozoïdes. Alors, comment résoudre ce problème? Opération chirurgicale qui va permettre aux testicules de descendre correctement dans les bourses, ainsi la spermatogénèse pourra avoir lieu. La vidéo suivante vous montre le résultat d'un spermogramme. Alors si on considère cette image comme la référence d'un spermogramme normal, avec une qualité suffisante de spermatozoïdes, on pourra trouver les causes de la stérilité si on observe par exemple une quantité insuffisante de spermatozoïdes. On appellera ça alors oligospermie. La stérilité pourra aussi être expliquée par une présence de spermatozoïdes mais trop peu mobiles, pas suffisamment mobiles en fait, qu'on nommera asténospermie. On pourra déceler aussi une quantité anormalement élevée de spermatozoïdes anormaux, qu'on nommera tératospermie. Une absence totale de spermatozoïdes, l'azospermie. Et enfin, présence de spermatozoïdes mais morts, on appellera cela une nécrospermie. Voilà en ce qui concerne l'homme. Maintenant, passons à l'origine de la stérilité chez la femme. Elle peut provenir de différents organes de l'appareil génital féminin, l'ovaire, les trompes, l'utérus et le col de l'utérus. Alors, les causes peuvent être diverses, soit hormonales, soit plutôt mécaniques, dues à la présence d'IST, infections sexuellement transmissibles, l'endométriose aussi peut expliquer une stérilité, la présence d'un virus qui s'appelle le papillomavirus au niveau du col aussi, qui altère le col évidemment. On ajoute à cela des malformations congénitales, par exemple l'obstruction des trompes congénitales, la présence également de fibromes, tumeurs bénignes qui peuvent être présentes dans l'utérus, ainsi que des tumeurs. Voilà pour l'ensemble de l'origine de la stérilité féminine. Passons maintenant à la contraception. Alors je vous présente ici dans cette diapo quelques méthodes contraceptives. Ce n'est pas du tout exhaustif, d'accord, il en existe d'autres. Donc la première image qui est tout au sommet vous présente la contraception locale, qui est tout simplement le préservatif, masculin ou féminin. La deuxième partie de la diapo vous présente les DIU, dispositifs intra-utérins. Il existe deux types de DIU qu'on appelle aussi communément les stérilets. Le DIU en cuivre qui va en fait rendre les spermatozoïdes inactifs, et celui d'à côté ici qui est le DIU hormonal. Alors lui, il contient une hormone progestative qui va épaissir la glaire cervicale. Et donc les spermatozoïdes seront stoppés au niveau du col. Elle permet aussi, elle limite l'épaississement de l'endomètre, ce qui fait que s'il y avait fécondation,
l'embryon ne pourrait pas s'implanter dans la muqueuse utérine. Muqueuse utérine, endomètre, c'est la même chose. Voilà, ce dispositif est placé pour une durée de 5 ans dans l'utérus de la femme. Passons ensuite à la méthode contraceptive la plus couramment utilisée, qui est la pilule. Donc la pilule est basée sur l'ingestion quotidienne d'hormones de synthèse qui sont proches des hormones ovariennes. Et cette pilule va tout bonnement bloquer l'ovulation en supprimant le pic de LH. On le verra dans un graphique juste après. Alors avant de passer justement au graphique, je vous parle juste de cette dernière technique contraceptive qui est basée sur le même principe que la pilule, qui est l'implant. Donc l'implant en fait qui va être placé au niveau de la face interne du bras de la femme, va délivrer aussi des hormones de synthèse, placées pour une durée de 3 ans, va elle aussi bloquer le fameux pic de LH. Alors, voyons ensemble l'action de cette fameuse pilule. Donc, si on regarde ici un cycle qui mesure en fait la quantité de LH et de FSH dans le sang, on note le pic de LH, et quand on est sous pilule, évidemment, le pic de LH a disparu. Donc, sans pic de LH, il n'y aura pas d'ovulation. Et sans ovulation, eh bien, pas de corps jaune. Et donc, en fait, l'endomètre restera atrophié et sera impropre à la nidation. Voilà tout simplement l'effet de la pilule. Passons ensuite au paragraphe sur la contragestion. Alors, la contragestion consiste à empêcher la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon, ou à interrompre le début d'une grossesse. Il n'est en aucun cas une méthode de contraception classique. Elle doit être utilisée qu'à des moments un peu exceptionnels et rares. Alors, 2 techniques différentes. La première, on appelle la contraception d'urgence. Alors, on utilise le mot quand même contraception d'urgence, alors que c'est la contragestion, mais voilà, on utilise quand même ce terme-là. Donc, la contraception d'urgence qu'on appelait avant la pilule du lendemain. Alors elle doit être prise dans les 3 à 5 jours maximum suite à un rapport à risque. Elle contient un dérivé de la progestérone qui va bloquer l'ovulation. Et aussi rendre l'endomètre impropre à la nidation au cas où l'ovulation s'est déjà produite. Elle ne sera pas efficace en cas de grossesse débutante. Donc elle doit impérativement être prise très rapidement. On a une deuxième technique qui s'appelle la pilule. Alors on utilise le terme pilule aussi, là, attention à ne pas confondre avec la pilule contraceptive. Là, on parle de pilule abortive, son nom de code, RU486, et elle va être utilisée qu'en milieu hospitalier. Et elle va provoquer en fait la dégradation de l'endomètre. Donc s'il y a une grossesse débutante, elle va éliminer l'endomètre qui va donc stopper tout de suite cette grossesse-là. On parle dans ces cas-là d'IVG, interruption volontaire de grossesse. Donc s'il est inférieur à 5 semaines, on parlera d'IVG médicamenteuse. Et en France, on a le droit de prendre cette pilule-là jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Et dans ces cas-là, on aura besoin d'une intervention chirurgicale suite à la prise de cette pilule-là pour enlever l'endomètre et cureter en fait l'utérus. Et donc elle se passera à l'hôpital après la 5e semaine. Passons maintenant aux techniques de PMA, donc aide médicale à la procréation. Alors il y en a plusieurs. Stimulation hormonale. Donc il s'agira de faire prendre à la femme des dérivés de GnRH, FSH et LH pour stimuler l'ovulation si l'origine de la stérilité est un problème d'ovulation, évidemment. On aura aussi recours à l'insémination artificielle, qui est en fait le dépôt de spermatozoïdes dans la cavité utérine, soit avec le sperme du conjoint, on parlera dans ces cas-là d'IAC, insémination artificielle avec sperme du conjoint. Et s'il y a un problème au niveau du sperme du conjoint, on pourra utiliser aussi un sperme d'un donneur anonyme, on parlera dans ces cas-là d'IAD.
On verra les images juste après. Hein. La technique suivante est la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryon. Donc dans ces cas-là, en fait, on va prélever du sperme, prélever des ovocytes, la technique est un peu plus complexe, hein, procéder à une fécondation, comme le nom l'indique, in vitro, et quand on aura obtenu des embryons, les réimplanter directement dans l'utérus de la maman. Et dernière technique qu'on peut utiliser aussi, c'est la même chose que la FIVET, sauf qu'au lieu que la fécondation se passe dans un tube de façon naturelle, entre guillemets, là on va sélectionner un spermatozoïde qu'on va forcer d'entrer dans un ovocyte. Alors, voyons tout de suite les images. Donc l'insémination artificielle, on voit IAC ou IAD, implantation directement, dépôt du sperme, pardon, dans l'utérus, qui évite au spermatozoïde toutes ces contraintes ici de passage du col de l'utérus. La FIVET, alors on voit d'abord dans un premier temps prélèvement d'ovocytes. Alors quand je dis prélèvement d'ovocytes, on essaie d'en prélever plusieurs. Pour en obtenir plusieurs, il y aura au préalable prise d'hormones par la maman, donc par la future maman, hein, donc c'est voilà, pas simple du tout. Ensuite, mise en commun des spermatozoïdes et des ovocytes, et quand on récupère plusieurs embryons, on va les implanter. Donc il est probable d'avoir une grossesse multiple dans ces cas-là. Enfin, l'ICSI, donc là on va sélectionner un spermatozoïde qu'on va forcer d'entrer dans l'ovocyte, et donc on voit ici, hein, technique assez spectaculaire, et quand on obtiendra un ou plusieurs embryons, on les réimplantera dans l'utérus de la maman. On estime en fait le taux de réussite à peu près 25% par tentative. On essaye de procéder, quand il y a stérilité chez un couple, de la technique la moins contraignante à la technique la plus contraignante, et c'est comme ça que je vous les ai mis dans l'ordre. Voilà, j'espère que vous aurez saisi l'objectif de ce chapitre. Je vous remercie. Au revoir.